c'était ça le projet. C'est marrant parce que c'est né effectivement plutôt de l'idée d'une forme que l'idée d'un sujet. C'est né très clairement de la lecture de Rhizome, de Deleuze. Et en lisant le livre, je me suis dit, tiens, bon, non seulement c'est un texte sublime, mais je me suis dit, et si on l'appliquait à la littérature, qu'est-ce que ça donnerait quoi? Si on prenait textuellement ce qu'il dit, donc en quelques mots, une pensée philosophique qui serait fluorescente, sauvage, sans haut ni bas, enfin, toute cette verticalité qui nous pourrit l'âme, dit-il. Donc ça c'est appliqué à la pensée philosophique selon Deleuze. Si on l'utilise pour le récit narratif, qu'est-ce que ça donnerait? Et qu'est-ce que ça donnerait, bien sûr, dans ce monde du XXIe siècle, dans lequel le rhizome, en fait, s'incarne physiquement dans le réseau qu'est Internet. Ça, c'est assez frappant aussi. Le texte est de 72, et quand on le lit, on a l'impression qu'il décrit très clairement l'organisation systémique d'Internet. Donc voilà, c'est né de ça. Ensuite, je l'ai créé, c'est peut-être intéressant à savoir aussi, je l'ai élaboré de manière rhizomique aussi, c'est-à-dire qu'il y avait un grand document dans lequel je mettais plein d'idées, de personnages, de thèmes, de tout ça, et ça s'est construit comme ça, ce qui fait que la forme, elle n'est pas, disons, postérieure, elle s'applique pas, elle fait partie du processus. C'est pour ça qu'il y a ces mouvements-là dans le texte. Et oui, je crois que c'est la forme, enfin c'est la forme, c'est la réflexion qui est intéressante à mener maintenant. Je suis assez surpris du fait qu'on oublie en fait, ça doit être peut-être propre à toutes les époques, mais on oublie que le roman n'est pas un invariant, mais qu'il évolue en fonction de chaque époque et chaque monde dans lequel il naît. Et en fait, on reproduit un modèle qui est celui du roman réaliste pour aller très très vite, du 19e, et en pensant que c'est un invariant et que c'est toujours comme ça qu'on raconte des histoires. Alors que non, il correspond à un monde, il correspond à une éthique, à des valeurs, à des moments. Et là, on est dans une telle bascule de monde qu'il faut nécessairement repenser la manière de raconter des histoires. Et en particulier les romans, c'est ça qui les intéresse. Donc je crois que ces mouvements narratifs-là sont à réinventer. Et alors je dis ça dans la note d'intention et j'ai essayé de m'y atteler. Par ailleurs, il y a aussi des intrigues que l'on suit, des personnages, c'est-à-dire que c'est pas complètement à centrer. Mais malgré tout, j'essaye, c'est une première tentative, il y en aura d'autres, j'espère, voilà, la matière narrative soit mouvante, flexible, qu'elle s'adapte, elle est caméléon, l'écriture, et j'espère, voilà, elle épouse les moments, elle épouse le Mexique, elle épouse la Silicon Valley, la phrase se tord, se meut, voilà. Elle s'adapte au personnage, elle s'adapte aux époques, donc on traverse différentes strates temporelles, strates géographiques beaucoup, et voilà, dans cette espèce de se dire, voilà, ça c'est mon roman, c'est l'espace de mon roman, le plus grand possible, et la narration va se déplacer, et donc là, j'ai utilisé cette manière de faire grâce au dialogue souvent. C'est les dialogues qui me permettent ou les voix en tout cas, qui me permettent de faire des courts-circuits, ce qui pourrait être proche effectivement d'un lien hypertexte ou de différentes choses sur Internet, mais même aussi d'autres comparaisons, qui me permettent d'aller vite d'un endroit à l'autre, exactement comme fonctionnent nos ordinateurs, mais aussi nos cerveaux surtout. Ça aussi c'est assez intéressant de voir que les romans sont toujours très construits, très ourlés comme ça, comme si notre cerveau fonctionnait, mais pas du tout, il fonctionne de toute manière, par lien, association, il va très vite d'un endroit à l'autre. Donc voilà, j'ai essayé de mettre en place ces différents systèmes pour que ça navigue et que ça voyage. Après cette première partie où là on est au Mexique et on suit un personnage, ensuite ça s'ouvre, en fait le roman fait comme ça s'ouvre et ça se rétrécit à la fin. Il y a avant Borges et après, et le multivers, ouais, les sentiers qui bifurquent, moi je le conçois comme ça effectivement le roman. Ça ne cesse de
de se dupliquer, de se multiplier. Non seulement par goût, parce que j'aime que ça crée ces dessins dans l'air. Il y a eu aussi l'influence de Bolaño pour moi qui a été importante, et avec cette espèce de grands dessins en fait narratifs où les routes se croisent, où ça repart, ça revient. Donc voilà, non seulement par goût de ces intrigues-là et de ces romans-là, mais aussi par nécessité, j'allais dire, parce que le monde et la civilisation humaine et tout fonctionnent sur ce principe-là. Donc c'est une convention de dire voilà, on va prendre ce personnage, on va l'emmener jusqu'à un point final. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Et d'ailleurs c'est très intéressant que tu parles de Balzac, parce qu'effectivement on a très basiquement totalement une fausse idée du roman réaliste, et en tout cas de Balzac en particulier. C'est vraiment effectivement l'inventeur de ces romans rhizomiques et tout. Et donc je crois que c'est ça, moi, le plus passionnant dans le roman. Et c'est depuis le départ, depuis Cervantes et depuis Rabelais, c'est ça, c'est foisonnement de genres, de lieux, de personnages, d'intrigues, de sous-intrigues, de digressions, Sterne et tout. C'est ça. Et je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai ou pas, mais il y a plusieurs pans de romans, et il y a eu un roman, il y a eu un autre pan plus resserré, plus condensé sur des choses, mais cette histoire-là, je crois qu'il naît avec ça, le roman, avec cette profusion-là. Et ah oui, autre chose aussi, les genres. Ouais, si on pouvait idéalement mêler tous les genres à l'intérieur d'un roman, ce serait passionnant. Bolaño aussi là-dessus est incroyable, parce que voilà, on part d'une page à l'autre, on est dans le thriller, dans la poésie, dans le truc. Donc ça aussi, j'ai essayé modestement de faire ça, et je le ferai encore plus, je pense, dans le prochain. Voilà. Et puis les lieux, forcément, parce que là, je suis à Aix, mais tout à l'heure, je vais regarder mon ordinateur et je serai à Taïwan, et ensuite, je vais aller en Finlande. Ça n'a plus aucun sens de faire un roman national. Enfin, je vois pas bien quel sens ça a. Le roman national, le grand roman national. Et donc voilà, pour moi, c'est à la fois une idée du roman, mais c'est aussi une sorte d'évidence, quoi. Enfin, je ne me pose pas la question. J'ai grandi dans ce monde-là, dans lequel physiquement, effectivement, les frontières ont peu de sens, mais aussi, surtout, virtuellement. Et là, je fais une différence qui n'a pas lieu d'être dans le roman entre virtuel et physique. C'est pour ça que je disais au début, les câbles et la poussière, là, tout ça est une même matérialité. Ouais, on va y revenir, ouais, c'est super important. D'ailleurs, tu le fais aussi quand tu prends Basquiat pour personnage, alors là, pour le coup, absolument central d'Heroica. Ça part, ça bifurque, et on est dans le mouvement et dans ce dessin dont tu parlais, dans cette violence des corps aussi qui s'inscrit, alors évidemment sur ces toiles, qui ne sont pas toujours des toiles d'ailleurs, ça peut être des planches, etc. Et il y a ce mouvement du monde dans un seul cerveau, et qui passe jamais par la psychologie, suis-toi. Ça, c'est fondamental aussi, je crois. Le roman, c'est pas la psychologie. Si on peut penser quelque chose de la psychologie des personnages, c'est par leur mouvement dans l'espace, ou par les dialogues, ou par leur silence d'ailleurs. Beaucoup de personnages très silencieux chez toi. C'est pas par la psychologie, ça t'intéresse pas. Non. Ce qui m'intéresse de la psychologie, c'est effectivement celle qu'on va deviner derrière les gestes. Bon, ça, c'est bien sûr pas nouveau, et c'est sans doute dû à ma lecture de la littérature américaine et du ce qu'on appelle le behaviorisme, tout ça. Et voilà, de dire si on pouvait, moi ça m'a beaucoup marqué en lisant Hemingway, Carver, et puis Faulkner, et puis plein d'autres, si on arrive à bien décrire les mouvements, normalement il n'y a plus rien à dire, et tout ce qui va être dit en plus va être terrible. Et ça, c'est aussi une éthique de l'écriture, c'est-à-dire que plus on écrit, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de mots en trop, et qu'il va falloir essayer de resserrer pour saisir le geste. Et moi, après, la psychologie en soi, c'est pas qu'elle m'intéresse pas, elle est passionnante. Chez Proust, elle est bien sûr passionnante, mais moi, j'ai choisi cet autre pan-là, de dire, je vais montrer les corps, et normalement, ça suffit. Et donc ça, c'est essentiel. Et je crois qu'en fait, en t'entendant parler de Basquiat, tout ça est venu de Basquiat. Tout ce que j'ai dit avant sur le rhizome, sur ces grandes toiles, tout ça, c'est en voyant ces tableaux que de la profusion et de l'hétérogénéité et de ce qui peut naître
entre différents éléments. En fait, c'est très rhizomique, son œuvre, et mystérieux aussi. Et voilà, moi, en faisant ce livre, Eroica, je l'ai surtout élaboré en regardant ces toiles. Et c'est vrai que ça m'a appris énormément de choses sur l'écriture, quoi. Il m'a appris énormément de choses sur l'écriture. Donc voilà. Et aussi, donc je me suis dit comment aborder cet homme qui parlait peu finalement et qui faisait. Et bien aussi, voilà, en montrant son corps en train de peindre, en montrant son corps en train de danser. Et surtout pas le faire parler, le montrer de très près, et a priori ça nous dit tout. C'est-à-dire rien, enfin, je veux dire, le mystère de Basquiat reste entier, comme de tous les personnages. Le pire, ce serait d'effleurer le mystère, là, c'est mort. Donc voilà, donc s'approcher très près du mystère, comme Charles le dit souvent dans ses poèmes, et que ce soit comme un caillou comme ça, bien rond, et ensuite on rentre pas dedans. On est très près. Ouais, et d'ailleurs ton personnage d'Alvaro est très très proche de Basquiat par certains côtés. Ouais. C'est-à-dire il a cette même rage, cette même colère, qui est une colère politique aussi. Et moi je le vois même dans le fait que tu as appelé les grandes parties de ton roman, non pas comme des chapitres, même si parfois il y a des dates d'ailleurs, mais c'est des mouvements. Il y a premier mouvement, deuxième mouvement, troisième mouvement. Et mouvement, c'est un terme à la fois musical, c'est une poétique presque, et puis c'est évidemment très politique. Et Internet est immédiatement très politique dans ton roman. C'est-à-dire, il y a ces étudiants, ces 43 étudiants qui disparaissent une nuit de 2014 alors qu'ils allaient manifester à Mexico a priori. Alvaro, qui est lui un personnage fictionnel, est parmi eux, ils sont sans doute massacrés, et tout de suite Internet s'enflamme, c'est-à-dire que si les corps disparaissent dans le monde concret, enfin le monde mexicain, ils sont ces corps qui sont sans cesse rappelés par Twitter, par Facebook, par un engagement, par le réseau justement. Donc il y a cette question politique d'Internet aussi très tôt dans le texte, de cette rage politique qui se dit dans ce type d'écriture aussi. Ouais. Et non, je le voulais effectivement Internet comme objet politique. Je crois qu'il concentre tous les enjeux politiques contemporains. C'est-à-dire l'horizontalité possible et en même temps la verticalité qui sans cesse gagne. C'est-à-dire, c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette histoire d'Internet au milieu du livre, et de comment cette utopie incroyable de savoir, d'horizontalité, de communication entre les êtres, presque de dépasser la grande défaite du XXe siècle grâce à ces machines. Comment ça est là, c'est né de ça, et ça a grandi. Je crois que c'est toujours là potentiellement. Et comment, assez rapidement, le grand capital, j'allais dire, mais c'est ça, en tout cas un système économique s'en empare, parce qu'il voit l'objet, la force politique de cet objet-là, s'en empare, et donc on en est là maintenant en 2019, on voit très bien comment c'est phagocyté par des grands groupes, et avec une éthique du contrôle et du data et de la surveillance. Et de la domination économique. Malgré tout, l'objet est toujours ardent, je crois, est toujours un objet de lutte politique intense. On le voit avec 1000 révolutions qui naissent de là. Et moi, j'étais marqué, le livre est né de ça aussi, que j'étais marqué par le fait qu'on ne parle que des aspects négatifs d'Internet, constamment, du matin au soir, en oubliant que 15 ans auparavant, ça n'existait pas. Enfin, au moment où je l'écrivais, c'était 20 ans, quoi. Là, on a fêté les 30 ans du web. Et que ça n'existait pas, et que ça avait ouvert 1000 portes dont on n'avait pas conscience parce qu'on était immergé dans le présent. Et je me suis dit, tiens, si on refait l'histoire, moi-même, je n'en avais pas vraiment conscience, si on refait l'histoire et qu'on essaie de remettre ça dans un processus très court de 30 ans, voir tout ce que ça a pu changer et faire bouger comme ligne de force. Donc, et là, si je me trompe pas, je crois pas, parce que j'ai observé la chose, le système Internet fonctionne toujours de la même manière, accentré, éclaté, potentiellement. Et donc, si on l'utilise bien, comme plein de personnes savent le faire, c'est toujours un objet de révolte possible. Et ça, c'est génial, parce que normalement,
regardons un système politique X ou Y, bon ben on met en place une démocratie, super, etc. Et petit à petit, elle se ronge, elle perd sa... Mais là, Internet, pareil, bien sûr, voilà, on a des grands groupes, on a les GAFA, tout ce que vous voulez. Malgré tout, on peut démonter ça. Et des hackers brillantissimes font des choses, voilà, les Anonymous, c'est pas rien, le printemps arabe qui s'en est servi, c'est pas rien. Et là, c'est pas rien, je veux dire, moi, depuis que je suis né, j'ai entendu 1000 voix de combattants écologistes, environnementaux, élever la voix, etc. Bon, super, rien. Tout d'un coup, des gosses, des enfants de 15 ans, 20 ans, grâce à cette utilisation virtuose du réseau, arrivent à se regrouper, parce que c'est pas autre chose. Comment une Australienne, avant qu'une jeune Suédoise se retrouve toute seule devant le Parlement suédois, non, ça ne peut pas exister sans l'utilisation d'Internet. Eh bien, ça arrive à créer ce mouvement-là. MeToo, c'est pareil, ça se répand très très vite. Alors, donc voilà, donc ça c'est vraiment assez admirable et extraordinaire. On insiste beaucoup sur tout le reste, c'est-à-dire l'aspect négatif, le troll, tout ce que ça peut répandre comme mauvaise idée ou ce qu'on veut. Ok, génial, mais n'oublions pas ça, quoi. C'est vraiment assez marquant. Et justement, il y a un moment que tu écris, c'est au début du 4e mouvement, donc page 233, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, c'est le début du manifeste qui va être envoyé justement sur le net par un certain nombre de personnages. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, la réalité et sa représentation ont coïncidé. Jusqu'alors, seul le réel lui-même était multiple, profus, multidimensionnel, ouvert, dilaté, quand sa représentation, aussi profonde et dense soit-elle, demeurait plane, fixe, à échelle réduite. Et moi, ce qui me fascine dans ton roman, et tu viens d'en parler là, c'est que Internet, justement, c'est un système disjonctif. C'est-à-dire, il y a le meilleur et il y a le pire. Et justement, le personnage de Lynn dit à un moment donné à Werner, qui lui est un représentant des grands idéaux utopistes et utopiques du net, qu'on ne peut plus être dans le manichéisme et l'opposition binaire. Elle dit, il n'y a pas les forces d'oppression d'un côté et de libération de l'autre, tout ça se mélange. Et pour moi, quelque part, adopter Internet comme sujet, comme forme, comme c'était ta volonté, c'est aussi ça, c'est sortir du binaire et du manichéen, c'est-à-dire tu montres à quel point c'est profus, contradictoire, donc disjonctif, c'est-à-dire c'est pas soit A, soit B, c'est A et B. Et du coup, dans ton roman, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire il y a tout ce qui fait le monde qui peut cohabiter, le pire et le meilleur. Oui, c'est ça, ce serait l'appliquer à un roman et voir qu'effectivement, ce mouvement-là, il est profond, et il change tout en fait, et il fait trembler tout, et du coup, le roman ne peut pas rester indifférent à ça, comme la politique, comme tout. Enfin, je crois que ça nous a tellement fait trembler ce nouveau monde qui est fait d'Internet et d'autres choses, hein, dont on va parler peut-être, mais ça fait tellement tout trembler que peut-être qu'on a des moments un peu d'hébétude comme ça, et sans pouvoir bien voir ce qui se passe, ce qui se trame, et comme on a tous une grande force de réaction en nous, on essaie de s'accrocher à des restes de vieux monde, et on dit oh là là, mais Internet c'est le mal, c'est la bêtise, etc. Non, moi c'est pour ça que j'insiste sur ces jeunes, sur tous ces jeunes gars et filles qui petit à petit prennent le contrôle du livre. Au début, ils sont comme ça un peu isolés, et petit à petit, après, à partir de ce manifeste, ils vont s'allier et puis prendre le contrôle de mon roman aussi. C'est qu'ils n'auraient pas pu exister sans ça, quoi. Alvaro, il vit dans une famille de classe moyenne de Mexico, Lynn à Hong Kong, un autre personnage en Nouvelle-Zélande. Ils n'auraient pas pu avoir accès et aux autres qui sont faits de la même pâte. Ils n'auraient pas pu accéder à un certain savoir, et surtout à une certaine organisation du cerveau. Ça, c'est ce qui est dit au début du manifeste. C'est peut-être la première fois qu'on a une représentation physique de comment fonctionne notre cerveau.
Et c'est ça qui est fascinant d'Internet, c'est que ça fonctionne comme ça. Si on regarde de près, c'est le fonctionnement des neurones, des synapses. Une synapse, c'est comme un lien hypertexte en fait. Et c'est souvent entre deux zones de notre cerveau que ça se passe, et comme dans deux zones d'Internet. Ça doit être peut-être assez troublant pour l'être humain, c'est peut-être pour ça qu'il est un peu troublé par ça. Et en même temps, voilà, c'est passionnant, et je crois vraiment que le grand changement de société qui est en train de se passer, et là il n'y a pas de retour en arrière possible, va pouvoir se faire aussi grâce à ça, grâce aux imprimantes 3D, grâce à des nouvelles manières de faire, que ce soit au Botswana ou au Cambodge, inventer de manière locale, décentrée, des moyens de production, des moyens de faire. Internet permet ça, sans passer par un point central dont on irait chercher matériel, idées, savoir-faire. Non, on peut décentrer, et ça c'est ce qui va sans doute se passer dans les années à venir. Donc voilà, ça ouvre tellement de portes, et surtout littéraires, parce qu'on qu'il faut les explorer à fond, je crois. Oui, et c'est aussi ce qui permet dans un roman qui montre aussi toutes les expérimentations biotechnologiques, transhumanistes, etc., de ne pas porter un jugement absolument sur ce qui se passe. Enfin, tu montres simplement toutes ces expérimentations folles et qui sont aussi évidemment dangereuses pour certaines, mais tu montres aussi le lien qu'elles ont avec l'histoire. Enfin, ce personnage de Parker Heye qui voudrait être le premier homme à être immortel, je veux dire, il y a eu le pape Pie 108 et tu en parles, qui a espéré ça, qui a fait des expériences, alors à son niveau, à l'époque, et qui en est mort. Bon, bref, et Parker Heye, il va pas très bien non plus à la fin du livre, même si, on va rien dire, mais voilà, il n'y a pas non plus de manichéisme dans la manière de représenter ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de jugement au sens... il y a une représentation. Voilà, il y a la volonté de... Ça s'appelle l'invention des corps, mais c'est prendre à bras le corps ce réel qui est devant nous et en montrer la complexité sans juger. Je sais pas si... J'essaye au maximum, parce que sinon c'est raté. Ouais, c'est ça. Malgré tout, je pense qu'au bout de... D'ailleurs, peut-être qu'on doit voir l'évolution dans le livre si on le relit, si jamais je le relisais. C'était qu'au début, j'essaye de tenir une éthique de ça, une éthique de l'observation. Et puis petit à petit, à la fin, je peux plus peut-être. Et le narrateur est obligé de se rendre compte que toute cette objectivité qu'il a essayé de tenir, au bout d'un moment, elle tient plus face à la violence et face aux actes des uns et des autres. Mais malgré tout, oui, parce que c'est ça, c'est le grand piège du roman, effectivement, quand l'auteur commence à juger, c'est terrible. Malgré tout, je pense qu'on peut voir ce que je pense. Mais ça passe par le texte. Ouais, il faut. Alors c'était ça, au départ, quand je m'attaque aux transhumanistes, et le grand écueil, c'est que je juge comme on le fait à 99% en France, c'est-à-dire c'est le mal. Ce qui est en partie vrai, hein, bien sûr. Mais c'est le mal, la Silicon Valley, c'est le démon, et Google, c'est le diable. Alors je dis pas que c'est faux, parce que bien sûr ce sont les personnes les plus puissantes du monde, et en partie le diable, mais les choses sont, dès qu'on rentre dans le roman, et on peut pas penser dans ces termes-là, et en plus il y avait aussi, je voulais prendre une sorte de fascination romanesque pour les transhumanistes comme personnages de fiction, personnages de roman. Pour moi, c'est une sorte ce Parker Heye, c'est une sorte de personnage chevaleresque qui veut tuer la mort, comme tous les personnages de romans, en fait, qui veut vaincre la mort. C'est le premier rêve de l'humanité. Et donc, je voulais le prendre comme ça. Et aussi avec une certaine admiration, pas que du rejet, il y en a un peu, mais il y a beaucoup d'admiration aussi pour quelqu'un qui tente des grandes choses, quoi, en fait. Et ensuite, il y aura une évolution dans le cours du livre. Pareil, Alvaro... même si il y a beaucoup d'empathie et aussi d'admiration pour ce personnage, il y a aussi une sorte de lâcheté aussi en lui. Il abandonne ses étudiants, il regarde pas en arrière, il les a quand même laissés, ils sont dans la nuit de Guéguala et il n'a plus jamais de nouvelles d'eux, donc il a une sorte
de l'acheter. Il a une sorte de rage qu'il comprend pas. Il faut que les personnages soient complexes, sinon c'est pas intéressant. Donc voilà, ils ont tous. Adèle aussi a une forme de on a une forme, j'espère, de sympathie pour elle. Malgré tout, bon, voilà, elle est aussi. Voilà, elle a aussi ses défauts, etc. Et Lynn, peut-être voilà, je peux dire un mot, c'est aussi un personnage pour lequel a priori on a un peu d'attachement parce qu'on a l'impression qu'elle fait des choses qu'elle s'attaque à des choses plus solaires que Parker. Malgré tout, elle va loin et il y a un côté prométhéen à double tranchant aussi. Donc voilà, ça c'était le défi et il faut essayer de créer des personnages doubles, sinon c'est pas intéressant. D'ailleurs, Basquiat pour ça était un personnage en or parce qu'il était absolument tout et son contraire. Bon, mais là je l'avais pris directement de la réalité. Donc là je les invente quasiment tous. Et certains, je les mêle à des personnages réels, ce qui me permet aussi d'avoir une sorte d'épaisseur un peu différente. Werner, c'est un bon exemple. C'est une sorte, il a la jointure de plein de personnages qui auraient existé, mais ils n'existent pas. Parker Eyes est assez proche de quelqu'un qui existe, qui est Peter Thiel. Voilà. Mais dès qu'il rentre dans la fiction, il commence à prendre d'autres facettes et du coup. Donc oui, je voulais. Et d'ailleurs, oui, alors pour revenir à ce que tu disais, Facebook, etc. C'est tellement français aussi cette idée de dire voilà, je vais montrer non pas Internet mais Facebook comme si c'était la même chose. Alors c'est une infime partie de la grande chose qu'est le web et de la grande chose plus grande encore qu'est Internet. Et ensuite je vais en montrer bien sûr que la façon, c'est-à-dire changement d'identité, tromperie, etc. Bon, c'est très très réducteur et finalement c'est pas très intéressant parce qu'on a très vite fait le tour de ce qu'est Facebook. Ce qui est intéressant, c'est l'objet politique Facebook, c'est comment Zuckerberg est passé en 10 ans d'un petit étudiant au roi du monde, et ensuite, après le roi du monde, le roi déchu du monde là, dans la dernière année, et maintenant, en fait, il y a quand même un an, c'était le futur président des États-Unis. Maintenant, c'est un paria, mais c'est toujours l'homme le plus... Bref, donc c'est ça qui est intéressant en Facebook, c'est pas vraiment les vidéos de chats, encore que, il y a des belles vidéos de chats. Mais voilà, donc... il fallait pas tomber dans ces écueils-là et il fallait pas faire un livre à charge non plus sur le transhumanisme sur Internet parce qu'il y en a plein et c'est pas ça qui m'intéressait. Ouais, c'était vraiment Internet comme forme romanesque possible. Ce qui est fascinant, tu viens de l'évoquer un tout petit peu là, c'est la construction des personnages. Donc Parker qui est très inspiré d'un personnage qu'on peut reconnaître, il y a des indices. Le personnage de Lynn qui est aussi inspiré d'un personnage réel. En même temps, il y a des personnages attestés qui apparaissent. Zuckerberg est là, il va d'ailleurs lui arriver des choses pas terribles, comme d'ailleurs à Sergey Brin, qui est le fondateur, un des fondateurs de Google. Il y a Aaron Swartz qui traverse aussi le roman. Donc il y a un partage finalement entre réel, fiction, et puis il y a un personnage qui mêle absolument tout ça, c'est Werner. Fernand, dont on n'arrive absolument pas à savoir de qui il est inspiré, c'est-à-dire à chaque fois qu'on pense voir, il nous échappe et il redevient une autre figure, comme s'il incarnait véritablement le passage du XXe au XXIe siècle, aussi par l'histoire de sa famille, puisque son père est mort dans les camps, il y a le départ aux États-Unis, il y a tout ce que signifie cet exil, puis l'exil de la côte Est à la côte Ouest. Enfin, c'est vraiment le personnage qui déplace les frontières. Et pour moi, c'est un personnage rhizome, justement. C'est un personnage réseau, c'est un personnage réticulaire, et on ne peut pas le saisir. Est-ce que toi, tu l'as conçu un peu comme ça, comme l'incarnation presque, au sein d'une invention des corps, de cet écosystème en réseau qu'est le récit? Ouais, bravo, c'est ça. C'est exactement comme ça que je l'espérais. Et c'est pour ça qu'il a été le plus dur à construire. Parce que j'arrivais pas à le construire pour qu'il ait toutes ces caractéristiques-là. Et c'est pour ça qu'on doit le sentir, tu l'as senti en tout cas, qu'effectivement il a la jointure de tous ces mondes, mais ça tenait pas. Et ce qui fait qu'à la fin, il est pour moi celui qui devrait exister, mais qui n'existe pas en fait. Il est la pièce manquante. C'est celui qui fait le lien entre plusieurs mondes et qui les explique les uns les autres, mais qui en fait n'existe pas dans
qui n'existe pas dans l'histoire. Parce que je crois vraiment, enfin c'est la thèse, mais peut-être qu'elle est erronée, mais qu'il y a un lien très clair entre la Shoah et ce qui arrive après, c'est-à-dire l'humanité a failli, donc on va tenter de surmonter ça grâce à la machine, grâce à l'ordinateur. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les théoriciens, vraiment, je pense, font avec ce trou-là. Et donc il y a un lien entre ça et ça. Il y a un lien après la machine, après l'invention de l'ordinateur, avec Internet. Et il y a un lien aussi avec tout ce que je décris de ce San Francisco-là et de comment le mouvement beatnik va se mêler au mouvement des débuts d'Internet. Ouais. Donc tous ces mondes-là, en fait, tout ça s'articule, mais il n'y avait pas de personnage qui existe. Enfin, en tout cas, s'il existe, je ne le connais pas. Et donc j'ai dû composer avec tout ça. Je voulais qu'il ait en lui un trou et un élan, quoi. Et donc il est constamment... en tout cas dans tout ce parcours qui finalement fait que 50 pages, mais qui était beaucoup plus gros au départ du livre, qui est le point central, si tu regardes bien, en fait, c'est le point central du livre, c'est celui qui éclaire, tu l'as bien dit, tout le reste, et qui physiquement est au milieu du livre. Donc c'est le XXe siècle à travers le corps de Werner et de sa famille. Et ce passage-là, oui, lui, il est parcouru par ces deux flux, par le trou du monde et de ce qui est le cri d'horreur de son père et l'élan de la deuxième partie du XXe siècle. Et donc il a ces deux trucs en lui, il est constamment bousculé par ces deux élans et c'est ça qui va donner naissance à Internet, en fait. C'est ça qui est génial dans l'histoire du XXe siècle. Et voilà, donc j'ai réussi, ou je ne sais pas, en tout cas je l'ai construit comme ça, avec ces deux mouvements. Et c'est ce qui lui dessine son parcours. Donc il lance les bases d'Internet, ensuite il part, ensuite il revient, son idée a pris forme, ensuite il repart. Et à la fin du livre, qui est en fait la fin de cette histoire-là, qui est le temps du livre, eh bien il est devenu l'ancêtre, la référence, le pionnier, le modèle de ces jeunes. Voilà. Et pour finir sur ce passage-là, qui en fait, pour la petite histoire, était un roman en soi, qui est un roman qui n'a pas réussi, qui était le roman que je voulais écrire avant et que j'ai repris de forme très très réduite. Voilà. Je m'étais dit, voilà, ce que je veux, c'est pas du tout faire une histoire du XXe siècle parce qu'on en a assez, mais c'était juste prendre des silhouettes, des corps et voir comment le siècle les a écrasés, sculptés, refaits. Et donc, qu'on est là, alors là, zéro psychologie. Et 50 pages de voir une famille et voir comment le siècle les a surtout défaits, mais aussi reconstruits. Et donc ce Werner-là, il naît sur ces cendres-là et je crois qu'il est l'histoire des parties du XXe siècle, ouais. C'est ça. Et dans ce rapport aussi réel-fiction, il y a quelque chose qui est assez fascinant, c'est que on part du réel, donc 2014, je l'ai dit, ces étudiants disparus et sans aucun doute tués. Ensuite, on est dans un moment labile ou incertain entre réel et fiction, puisqu'il y a des personnages très inspirés du réel, certains qui sont réels et attestés, d'autres fictionnels. Et puis, à la fin du roman, on est en 2016, je crois, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, ouais. Et ton livre est sorti en 2017, donc tu l'as écrit en 2016, donc c'est concomitant, je crois. Ouais. Enfin, en tout cas, la fin de l'écriture, évidemment, tu ne l'as pas écrit en quelques mois, mais se déroulent des événements dont on sait qu'ils n'ont pas existé, puisque cette île libertarienne au large de San Francisco, il va lui arriver quelque chose, donc Blue Sky dans le livre. La fiction, en fait, est une fiction du passé, finalement. Quel rapport tu entretiens avec ça? C'est-à-dire la fiction peut tout, c'est-à-dire on est à la fois tellement dans quelque chose de littéral, presque de réaliste, c'est-à-dire que le monde qu'on a devant nous, dans ton livre, c'est le monde dans lequel on vit, et en même temps c'est une fiction, et on croit à cette fiction,
qu'on peut tout mettre dans le passé, on peut inventer que Zuckerberg aurait disparu en 2016 dans l'explosion du Nil, par exemple. Ouais. On attaque dans le réel, dans le plus pur. Ensuite, on rajoute ce 44e personnage, donc c'est Alvaro. Donc tout de suite, dès qu'on sort de cette nuit, on rentre dans la fiction. Et on rentre pas dans la fiction, j'allais dire, on rentre dans une sorte de troisième voie en fait. On est entre les deux. Puisqu'on est dans le réel, on est au Mexique. Les rues du Mexique sont les rues du Mexique. Le mur avec les États-Unis est vraiment celui-là, etc. Et après, tout ce que je décris effectivement est avéré quasiment. Le cube n'existe pas, mais il pourrait vraiment exister. Et voilà, et toutes les expérimentations, toutes les transformations en cours dont je parle existent. Mais on est je pense, dans une troisième voie, je pense, qui est, c'est pour ça que ce roman est important pour moi, c'est qu'il est un peu mon territoire en fait, je crois. En tout cas, j'ai l'impression de l'avoir trouvé, c'est-à-dire que c'est, si on regarde bien, tous les écrivains, ils ont le curseur réel, fiction, et ils trouvent leur lieu en fait. Et mon lieu, en tout cas, je pense celui là où je me sens bien en ce moment, ce serait celui-là, ce serait cette voie du milieu, et où on est dans les deux à la fois. Et donc peut-être qu'à la fin du livre, quand on arrive à la fin du livre, eh bien, on rentre dans cette même troisième voie qui est du réel mais qui l'est pas, et qui serait le mien de plus en plus. Donc du coup, c'est une sorte d'utopie réalisée. C'est une sorte d'où cette île transhumaniste, mais aussi cette île dans laquelle on finit, qui est là une île plus idéale. En fait, c'est ça. Je pense qu'on s'extirpe du réel le plus dur, âpre, violent, pour arriver dans un réel fictif qui est pas rose ou idéal, mais qui est de plus en plus le mien, quoi. Celui qu'on pourrait créer grâce à... Ouais, je pense que c'est ça, peut-être le parcours du livre, en fait, maintenant qu'on en parle, c'est d'aller de plus en plus vers ce territoire. Et ce territoire dans lequel, effectivement, les enjeux politiques sont exacerbés, dans lequel les corps sont exacerbés, les passions, etc. Donc, en fait, c'est de plus en plus un présent plus présent, encore plus présent que le présent, peut-être. C'est-à-dire que cette île n'a pas explosé, mais tous ces enjeux sont là et ils sont, comme dans l'espace romanesque, un peu plus tendus, un peu plus exacerbés, pour qu'on en perçoive plus les enjeux. Ce serait ça. Et d'ailleurs, cette île, pour finir, elle va exister vraiment. Il y a un accord qui a été trouvé avec la Polynésie. Et au moment où j'écrivais le livre, ça n'existait pas encore. Mais là, maintenant, ces îles transhumanistes vont voir le jour incessamment sous peu. L'accord a été signé dès l'année dernière. Donc, bien sûr, ça c'est pas le truc de le voyant, je sais pas quoi, c'était évident à ce moment-là. Mais c'est bien sûr, si on pousse la logique, on arrive à des choses qui sont évidentes. Et Zuckerberg n'a pas explosé dans une île, mais il a explosé en plein vol malgré tout. Donc, à ce moment-là, quand j'écrivais le livre, il était vraiment pressenti, commençait à faire sa campagne pour être président, mais il a explosé. Tu parles par rapport à Internet aussi de quelque chose qui me paraît vraiment fondamental, c'est le fait qu'Internet c'est une langue. Donc une langue, un code, donc une langue avec une grammaire, avec sa poésie aussi. Et il y a tout un passage, quand Lynn a 9 ans et qu'elle découvre la programmation informatique, à travers un livre d'ailleurs, elle voit une logique époustouflante, une grâce folle, un langage qui structure toute une organisation spatiale, toute une suite de formules et de lettres et de chiffres. Le et la fascine. Ouais. Et puis elle va ensuite travailler sur l'acte en fait aussi d'écrire. Elle passe du côté de l'écriture de cette langue avec l'hypertexte, l'HTML, etc. Bon. Donc il y a vraiment ça aussi pour toi, ça, la langue aussi travaillée par cette nouvelle sémiologie ou linguistique ou je sais pas comment, syntaxe. D'ailleurs, je crois qu'on parle de syntaxe. Internet. C'était présent pour toi même dans ta manière d'écrire. Ouais, mais c'est essentiel.
il fallait que ça rentre dans le livre. Il n'y a pas de ligne de code dans le livre, mais malgré tout, ça infuse la construction, je l'ai déjà dit, du livre, les personnages, l'écriture aussi. Tout comme la manière de peindre de Basquiat contaminait l'écriture du livre, eh bien là, on ne peut pas faire comme si cette nouvelle langue n'était pas là et en plus ne créait pas le réel, quoi. C'est un nouveau système, une nouvelle syntaxe qui directement crée du réel. Donc c'est décisif. Et pour Lynn, c'est décisif. C'est décisif comme langage, c'est-à-dire quand elle voit effectivement la beauté de ce langage mathématique, sa logique, le fait que tout un monde soit contenu dans ce langage. Et en plus, c'est une si belle métaphore du langage oral et écrit. C'est du langage performatif en fait. C'est du langage, la programmation qui donne naissance, qui donne forme. Ouais, qui crée des mondes. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Donc comment un romancier ne peut pas être intéressé par ça nécessairement. C'est du langage qui, encore plus quasiment que du langage humain, articulé j'allais dire, donne naissance à constituer un monde physique, je le redis, qui est Internet. Donc voilà, il y a ça. Et puis il y a le fait que pour Lynn, c'est plus que ça. C'est un langage et une syntaxe qui va lui permettre de démonter et remonter son existence en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste une syntaxe comme ça, c'est des systèmes de pensée qui permettent de tout repenser justement, et notamment son corps. Donc Lynn va se réinventer, devenir une femme, devenir un autre personnage, et ça c'est grâce à l'idée du hacker, qui est de dire, et donc sur l'utilisation du langage, qui est de dire rien n'est donné, tout s'acquiert. Ça c'est hyper puissant, c'est la base de l'idéologie des hackers, et ça vient directement du code informatique, qui est que tout se modèle en fait. Et donc le corps, qui est la chose dont on hérite, on a l'impression d'en hériter complètement. Eh bien non, Lynn dit non, ça aussi je vais l'écrire, ça aussi je vais le coder, le décoder. Et ça c'est puissant quand on capte ça. Donc cette chose-là, dont la plupart des personnages ont l'impression d'hériter, de ne pas savoir comment faire, comment se débrouiller avec ce corps, elle va dire je vais le sculpter. Voilà. Et ça c'est fort pour elle, pour ce personnage, et c'est un des grands chemins du 21e siècle, c'est sûr, on le voit très clairement. Et ce personnage-là de Lynn, donc comme tu l'as senti, vient directement de quelqu'un qui existe, qui s'appelle Audrey Tang, qui alors je l'ai tordu le personnage, et elle est encore plus pionnière du web dans mon livre, mais Audrey Tang a joué un rôle important à plein de niveaux. Et notamment pour ça, pour aussi cette réinvention des corps qui donne son titre au livre, et qui est se dire cette chose dont on a souffert pendant des siècles et qui au XXe siècle est arrivée une sorte d'apogée. Il faut se l'approprier, le réinventer et lui retrouver, lui donner des nouvelles définitions. Et ça, je crois que c'est lié au langage informatique aussi. Et une dernière chose que je voulais dire là-dessus, eh bien, oui, ça doit donner des ailes au langage humain et au langage romanesque, cette idée-là de la progression informatique. Donc par ailleurs, je connais mal, je la connais, mais je ne pratique pas ce nouveau langage. Mais comment quelqu'un qui naît maintenant ne peut pas avoir connaissance, un minimum de ce langage-là, ça me paraît impensable. Il faut vraiment en plus, c'est passionnant, tout ce qu'on peut faire avec ça. Donc ça, c'est un des enjeux là, politiques aussi, et d'éducation du temps présent. Que ce ne soit pas un outil qui nous appartient pas et sur lequel qu'on est comme dominé par lui, comme par exemple tous les Mac dont moi je suis le premier à avoir. Je connais pas cette machine, je sais pas comment elle fonctionne et c'est pas possible ça.
Il faut avoir connaissance de cette machine-là, comment elle fonctionne et quels sont ses enjeux, et notamment de domination, pour que ce ne soit plus un objet de domination, mais de création. On parle toujours de partage, alors que aujourd'hui, ce qu'on partage, c'est les données, c'est nos data, alors qu'avant, on essayait de partager du savoir. Et c'est fascinant, le langage est resté le même, et c'est tellement proche de tout ce que Derrida dit. Je ne sais pas si tu as lu La pharmacie de Platon. Ce langage qui est à la fois le poison et ce qui nous sauve. Ouais. Langage pharmacone, et là, dans Internet, on retrouve complètement ça. C'est-à-dire, on est au XXIe siècle. Et cette langue informatique, ce codage du monde, c'est à la fois ce qui nous donne des perspectives inouïes et ce qui fait de nous des marchandises et des machines. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. C'est le point de. Et alors ça, c'est superbement incarné dans le langage de Facebook, justement, dans le langage soft power, débilo chamanique, enfin débilo messianique, quoi, du mot partage, par exemple, dont tu parles. Qui est arrivé à dire absolument rien du tout, et en même temps toujours potentiellement le langage explosif. Et donc ça c'est passionnant, et ça c'est encore ce que je disais au début. L'objet Internet contient potentiellement sa destruction, sa sédition, presque son envers et son endroit. Et donc c'est pour ça que c'est un objet politique, un enjeu politique énorme, quoi. C'est que qui va s'en emparer, c'est décisif. Et l'histoire d'Aaron Swartz, par exemple, elle est exemplaire à ce propos, parce que c'est juste au moment où les autorités américaines se rendent compte de l'explosivité de cet objet-là, et ben on fait pression sur ce jeune virtuose, gars, et parce qu'on se rend compte de ce que c'est qu'Internet. Et donc voilà, donc il y a c'est exactement ce que dit Derrida, c'est ça. C'est à la fois le langage et le langage d'Internet, disons, on va le dire comme ça, est une sorte de novlangue orwellienne absolue, d'un truc édulcoré, un truc d'oppression, et en même temps de libération, quoi. Donc ça aussi, pour un romancier, un inventeur d'histoire, un artiste, c'est décisif, quoi. C'est dire, voilà, ce langage-là qu'on a entre les mains, si on lit un discours de Mark Zuckerberg, par exemple, on voit bien comment les mots, petit à petit, les mots qu'utilisait Werner Fehrenbach au début, d'horizontalité, de partage, de savoir, ont été complètement vidés de leur sens et sont devenus les machines des GAFA, quoi. GAFA qui sont quand même les grandes machines, les plus grandes entreprises du monde. Mais si on lit en réalité l'idée de base de Google, elle était très belle. Enfin, c'est extraordinaire quand même. Par exemple, les bibliothèques, les livres du monde entier, etc. Enfin voilà, si on regarde à la base, on se dit waouh. Et puis bien sûr, la réalisation, c'est une autre chose. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, Google, par exemple. C'est qu'il y a les deux faces tout le temps qui sont là. Donc voilà, tout ce que je viens de dire là, c'est des objets romanesques incroyables, quoi. Et encore une fois, dans le livre, je voulais surtout pas que ce soit démonstratif, ou alors documentaire, ou alors littérature Wikipédia, c'est-à-dire on va apprendre des choses sur Internet en passant comme ça. Je voulais surtout que ce soit de la matière romanesque, quoi, que ça fasse. Si parfois on part dans un moment historique, dans un moment biologique, dans un moment je sais pas quoi, que ça fasse toujours avancer l'histoire, et que jamais ce soit voilà, je vais vous montrer ce que j'ai moi-même appris sur Internet la veille. Parce que ça, c'est un grand écueil. Tu dois le voir en tant que lectrice de littérature contemporaine. Le romancier a accès à une quantité de savoir nouvelle qu'il peut avoir très très rapidement sur une ville, n'importe quoi. Et alors, si on ne s'en sert pas comme matière romanesque, mais comme déroulé de connaissances, ça va pas du tout. Donc je voulais que tous ces objets-là me servent pour faire avancer ma narration et construire ma toile.